Quand la nuit avale la ville, qui en tient vraiment les rênes? C'est la question que beaucoup se posent quand l'obscurité recouvre Pokrovsk, transformant chaque rue en frontière mouvante, chaque ombre en menace potentielle. Mais derrière les apparences, la réalité s'avère bien plus complexe, mêlant erreurs humaines, prouesses technologiques, et une guerre de l'information qui façonne chaque perception. Imaginez une nuit sans lune, où les seules lumières sont celles, éphémères, des explosions lointaines ou des éclairs d'artillerie. Près de Pokrovsk, dans cette obscurité oppressante, plusieurs hélicoptères survolent à basse altitude des terrains instables. Leur mission s'inscrit dans l'urgence, déposer en catimini un commando ukrainien d'élite, envoyé pour sauver des unités encerclées, piégées depuis plusieurs jours sous le feu ennemi. L'opération, préparée dans le plus grand secret, rappelle les raids de commando pendant la Seconde Guerre mondiale, à la différence près que cette fois, la technologie est omniprésente. Caméras thermiques, brouilleurs, drones survolant la zone comme des vautours électroniques. Dès que les soldats posent le pied au sol, tout bascule. Des rafales éclatent dans la nuit, brisant le silence. En moins de 10 minutes, la mission tourne à la catastrophe. Aucun soldat n'en réchappe. Cette scène tragique rappelle l'embuscade de Mogadiscio en Somalie, en 1993, où une opération de sauvetage s'est muée en massacre sous l'œil impuissant du monde. Mais ici, la révélation de l'échec ne vient ni de Moscou, ni de Kiev. Ce sont les médias britanniques qui dévoilent l'affaire, images à l'appui, grâce à des vidéos transmises par la partie ukrainienne. Le choc est immédiat, non seulement pour les familles, mais pour tous ceux qui suivent la guerre de près. Ce drame humain n'est pas qu'un épisode sanglant. Il révèle une fragilité beaucoup plus vaste, celle de la maîtrise du récit. Dans les guerres modernes, l'honneur militaire, la gestion des échecs, la perception du conflit sont autant d'armes que les chars ou les missiles. L'enjeu ne se limite plus à gagner une bataille, mais à remporter la guerre de l'opinion, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ainsi, chaque image, chaque témoignage, chaque rumeur peut bouleverser le moral des troupes et la confiance de la population. Mais que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Pourquoi une opération si cruciale a-t-elle échoué? Peut-on imaginer qu'un seul raid, aussi risqué soit-il, puisse changer le cours d'une guerre moderne? Pour répondre, il faut examiner chaque détail, chaque indice, et s'immerger dans les coulisses d'un duel où la survie, la technologie et la guerre de l'information s'entremêlent. Ce fiasco ne tombe pas du ciel. Il s'inscrit dans une transformation profonde de la guerre contemporaine où la technologie et la désinformation redéfinissent les règles du jeu stratégique. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'un bouleversement technique change la donne. Il suffit de penser à la Première Guerre mondiale, où l'apparition des chars d'assaut ou des gaz de combat avait renversé les certitudes des états-majors. À Pokrovsk, chaque rue vibre sous la menace. La tension ne faiblit jamais, car la mort peut surgir à chaque instant. Soldats et civils vivent dans l'attente, suspendus au prochain tir, à la prochaine explosion, à la prochaine sirène qui annonce un danger imminent. Cette atmosphère rappelle le siège de Sarajevo dans les années 90, où la population, prise en étau, devait sans cesse s'adapter à l'imprévisible. Selon de multiples estimations, entre 6/10 et 8/10 de la ville serait désormais contrôlée par les forces russes. Mais dans la brume de la guerre, personne ne peut réellement vérifier ces chiffres. Ce qui est certain, c'est que la ligne de front s'enfonce dans les quartiers résidentiels. Les immeubles, jadis pleins de vie, sont aujourd'hui calcinés, éventrés, transformés en pièges mortels. Les rues, autrefois animées, sont devenues des corridors de mort où chaque pas se paie cher. Les combats sont incessants. Tirs croisés, explosions, drones qui rôdent dans le ciel comme des faucons mécaniques, tout concourt à rendre l'atmosphère irrespirable. Les maisons, censées offrir un abri, ne sont plus que des traquenards. Beaucoup de civils, incapables de fuir, se retrouvent piégés. Les routes, criblées d'obus, sont impraticables. Les évacuations, quand elles ont lieu, se font dans le chaos le plus total, rappelant les scènes d'exode de Grozny en Tchétchénie ou d'Alep en Syrie. La moindre communication avec l'extérieur devient un acte de bravoure. Les réseaux téléphoniques sont souvent coupés ou brouillés, obligeant les habitants à recourir à des radios de fortune ou à des messagers improvisés,
comme on le faisait pendant la Résistance en France. Chaque tentative de sortie ressemble à une loterie macabre, où la vie ne tient qu'à un fil. Côté ukrainien, la situation logistique vire à la catastrophe. Les convois d'approvisionnement, traqués par des drones, sont souvent détruits avant d'atteindre leur objectif. Les réserves de nourriture et de munitions fondent à vue d'œil. Les soldats, privés de repos, organisent la résistance dans des caves, des sous-sols, des couloirs sombres transformés en forteresses précaires. Parfois, ils utilisent des techniques dignes des partisans de la Seconde Guerre mondiale. Piéger les entrées, creuser des tunnels, installer des systèmes d'alerte rudimentaires. À mesure que les jours passent, de plus en plus de soldats ukrainiens se retrouvent encerclés. Certains estiment à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers, le nombre d'hommes piégés et coupés de tout renfort. L'épuisement se lit sur leur visage. La peur d'être abandonnés grandit. Cette sensation de se retrouver au fond du sac rappelle les dernières heures de la garnison de Dien Bien Phu, encerclée et à bout de souffle en 1954. L'enjeu dépasse largement la perte de quelques rues anonymes. Abandonner Pokrovsk, ce serait perdre le contrôle de routes vitales, mettre en danger la vie de milliers de civils et de militaires, et risquer de bouleverser l'équilibre, déjà précaire, du front. Chaque décision, chaque recul, chaque assaut pourrait sceller le sort de toute la région, voire du pays. À Stalingrad, en 1942, la perte d'un simple nœud ferroviaire avait pesé sur le destin de deux armées. Pourtant, malgré l'impasse et les pertes, des opérations audacieuses continuent. Pourquoi tant de risques? Parce que dans la guerre moderne, la technologie offre sans cesse de nouvelles opportunités, mais impose aussi de nouveaux dangers. À Pokrovsk, drones, brouilleurs, caméras thermiques et réseaux de surveillance électronique redéfinissent chaque jour la ligne de front. Mais chaque innovation technique est vite contrée par l'ennemi, qui adapte ses propres outils. Ce jeu du chat et de la souris rappelle la course à l'armement de la guerre froide, où chaque nouvelle arme appelait une parade. La guerre actuelle n'oppose plus seulement des soldats, mais orchestre un duel impitoyable entre machines, algorithmes, données et humains épuisés. L'opération spéciale ukrainienne semblait tout droit sortie d'un film d'espionnage. Objectif secret, atterrissage nocturne, coordination millimétrée. Mais face à la réalité du champ de bataille numérique, l'espoir s'est brisé. Les forces russes, grâce à des systèmes d'observation nocturne sophistiqués, à une flotte de drones en essaim et à une guerre électronique redoutable, avaient l'avantage. Chaque mouvement ukrainien était repéré, analysé, contré presque instantanément. L'opération s'est soldée par une défaite totale. Aucun membre du commando ukrainien n'a survécu, et le véritable but de la mission demeure flou. Certains parlent d'une tentative d'évacuation, d'autres d'une mission de reconnaissance, d'autres encore évoquent la livraison d'un message crucial à des unités coupées du monde. Mais, quel qu'ait été l'objectif, la supériorité technologique et la défense acharnée de l'ennemi ont tout anéanti. À Pokrovsk, il ne s'agit plus d'une guerre de mouvement, mais d'une guerre d'usure, où chaque mètre gagné ou perdu coûte cher. Les quartiers changent de main, parfois plusieurs fois dans la journée. Un simple escalier peut devenir le théâtre d'un affrontement féroce. Les soldats ukrainiens, à bout de force, manquent de moyens, peinent à coordonner leurs actions, car la fatigue, la désorganisation et la pénurie de communication transforment chaque initiative en pari désespéré. Les drones, omniprésents, bourdonnent jour et nuit. Leur simple présence pèse sur le moral, rendant chaque déplacement dangereux. La technologie façonne non seulement la guerre, mais aussi sa perception. Les images de combats nocturnes, les flashs d'explosions, les échanges radio brouillés envahissent les réseaux sociaux et les médias occidentaux. À la guerre des tranchées s'ajoute une guerre de l'image, où chaque séquence vidéo devient une arme de propagande. Les enjeux dépassent largement les pertes humaines, déjà tragiques. C'est le moral des troupes, la logistique et la crédibilité internationale qui sont en jeu à chaque opération ratée. Sur ce champ de bataille, survivre n'est plus seulement une question de courage ou de stratégie, mais de capacité à rivaliser avec la machine, l'algorithme, la collecte et l'analyse des données en temps réel. Derrière la boue et les ruines, d'autres combats décisifs ont lieu dans l'ombre, là où le gaz, l'électricité et les sous-marins
redéfinissent l'équilibre du monde. Pour comprendre la portée de ce conflit, il faut plonger dans les coulisses où se négocient l'énergie, la puissance et la survie des États. Car derrière chaque affrontement local, c'est l'ordre mondial qui tremble. Quand le gaz et la mer deviennent des champs de bataille, la guerre déborde des tranchées pour s'immiscer dans chaque foyer, chaque port, chaque négociation secrète. Prenons l'exemple de Vilnius, capitale de la Lituanie. Malgré une tension extrême avec Moscou, des discussions discrètes se poursuivent pour maintenir le transit du gaz russe vers Kaliningrad. Les discours officiels de fermeté masquent une réalité implacable. L'économie impose ses propres lois, parfois en contradiction avec l'orgueil national. Cette situation n'est pas nouvelle. Pendant la guerre froide, l'Allemagne de l'Ouest dépendait déjà du gaz soviétique, malgré l'hostilité politique. Pour des millions de civils, le chauffage, la lumière, la mobilité dépendent de ces compromis. À Vilnius, la question est simple. Sans gaz, l'économie s'effondre. Même l'Union européenne, informée à chaque étape, préfère ne pas intervenir, consciente que l'enjeu dépasse la rivalité régionale. Cette capacité à composer avec l'ennemi pour survivre rappelle les tractations secrètes de la guerre du Kippour, où, malgré la confrontation, des canaux de communication restaient ouverts. En Ukraine, la situation frôle le drame humanitaire. Les frappes sur le réseau électrique plongent villes et villages dans l'obscurité. Les coupures rythment le quotidien. La population s'organise autour de générateurs, de poêles artisanaux, ou apprend à vivre dans l'ombre, comme pendant le siège de Leningrad, où chaque bougie, chaque ration, pouvait décider de la survie. La vie quotidienne change de visage. Les hôpitaux rationnent l'énergie, les transports ralentissent, tout s'ajuste à la pénurie. Cette adaptation rappelle la résilience des Londoniens pendant le Blitz, où les abris anti-aériens, les rationnements et la solidarité étaient essentiels à la survie. Ainsi, la guerre moderne montre que la maîtrise des infrastructures vaut parfois autant que la conquête d'un village. Mais la bataille s'étend sous la surface. Une véritable révolution silencieuse agite les fonds marins. Le sous-marin Khabarovsk et le drone Poséidon entrent en scène. Ces engins, capables de transporter une charge nucléaire inédite, sont conçus pour déjouer tous les systèmes de défense connus. Le Poséidon, autonome, presque inarrêtable, incarne la dissuasion du futur, une arme qui échappe au radar, capable de frapper n'importe où, n'importe quand. Moscou lance un avertissement. La maîtrise des océans devient aussi stratégique que celle du ciel. Face à cette avancée, Washington accélère sa propre course à l'innovation militaire. La rivalité russo-américaine s'intensifie dans une véritable compétition technologique. Chaque camp cherche la parade, sachant que tout retard pourrait bouleverser l'équilibre mondial en quelques années seulement. Ce face-à-face rappelle la course aux missiles balistiques des années 60, où chaque progrès d'un camp provoquait une riposte immédiate de l'autre. Dans cette nouvelle guerre, sécurité énergétique et suprématie technologique se confondent. Les frontières ne se déplacent plus seulement sur la carte, mais parfois plus sous la mer que sur terre. Pour les civils, l'enjeu devient vital. Un hiver sans gaz, une ville sans électricité, et la survie ne se compte plus qu'en heures. Cette vulnérabilité est à l'origine de crises majeures, comme lors du blocus de Berlin en 1948, où l'accès à l'énergie et à la nourriture était une question de vie ou de mort. Jamais, depuis la fin de la guerre froide, la tension n'a été aussi vive. Les dirigeants sont contraints de choisir entre la fermeté et la survie économique, tandis qu'ingénieurs et militaires réinventent la dissuasion. À chaque crise, le risque d'un dérapage stratégique grandit, car la technologie décide du sort de millions de vies. La crise des missiles de Cuba avait montré à quel point un incident pouvait précipiter le monde au bord de l'abîme. Mais si Pokrovsk a révélé la vulnérabilité des lignes de front, c'est bien l'arrière, c'est-à-dire la logistique, l'énergie, la technologie, qui façonne désormais la suite du conflit. La prochaine étape se joue dans les laboratoires, les salles de crise et la gestion des ressources vitales. L'histoire des guerres passées le prouve. C'est souvent la capacité à maintenir l'arrière qui décide de la victoire ou de la défaite. Lors du débarquement en Normandie, le succès allié tenait autant à la maîtrise de la logistique qu'à la bravoure des soldats. Survivre aujourd'hui exige bien plus qu'un simple gilet pare-balles.
Il faut anticiper la guerre de demain, où la force brute seule ne suffit plus. Chaque soldat, chaque citoyen, chaque décideur doit intégrer la technologie et l'information dans ses réflexes de survie. Cela implique des formations spécifiques, la création de réseaux de soutien, l'adoption de pratiques de cyberhygiène et une vigilance accrue face à la désinformation. Désormais, brouilleurs, drones, manipulation d'images sont devenus des armes aussi puissantes que les munitions. Ce sont les données, l'accès à l'énergie et la maîtrise de l'information qui déterminent le sort d'une ville ou d'une armée. Il suffit parfois d'une coupure minuscule, d'un signal infime, pour plonger tout un quartier dans l'isolement ou déclencher une riposte inattendue. Cette réalité rappelle la vulnérabilité des systèmes électriques lors de la tempête de 1999 en France, où une simple panne avait paralysé des régions entières. Dans cette guerre, la solidarité locale devient une bouée de sauvetage. Groupes de voisins partageant les réserves, réseaux improvisés pour contourner les coupures, entraide pour l'eau, la nourriture ou les abris. Chaque geste compte. L'auto-organisation devient vitale, un rempart contre la désintégration sociale. Des exemples récents, comme la résistance des habitants de Marioupol ou la solidarité observée à Gênes après l'effondrement du pont, montrent que la force du collectif peut faire la différence. La rapidité d'adaptation est la règle d'or. Se déplacer discrètement, utiliser le moindre abri, changer d'étage, inventer un langage de signes pour communiquer sans danger. À ce stade, l'ingéniosité supplante le courage. Survivre, c'est parfois parcourir quelques mètres à l'abri d'un mur ou savoir improviser un camouflage. Pendant la Résistance, les messages codés, les refuges secrets, étaient essentiels à la survie. Au sommet, la stratégie se transforme. Flexibilité, négociation permanente, anticipation du mouvement adverse deviennent essentielles. Les décisions cruciales se prennent autant dans les salles de négociation et les centres de contrôle énergétique que sur le terrain. Savoir quand dialoguer, reculer ou saisir une opportunité de désescalade peut sauver plus de vies qu'un char d'assaut. Lors de la crise de Suez, la diplomatie a permis d'éviter un affrontement direct entre grandes puissances. Les armes les plus redoutables, aujourd'hui, sont invisibles. Rumeurs, peur, perte de confiance, blocage des flux d'énergie. Maîtriser l'information, apaiser la panique, maintenir la cohésion deviennent les nouvelles forces décisives. Face à la polarisation, il faut anticiper, soutenir ceux qui préservent la paix, rester lucide sans céder à la spirale des extrêmes. Pendant la pandémie de Covid, la gestion de la peur et de la désinformation a souvent été aussi cruciale que la gestion sanitaire elle-même. Sans cette capacité d'adaptation, c'est l'isolement, la perte d'ancrage et la vulnérabilité extrême. Mais pour ceux qui savent s'ajuster, tisser de nouvelles alliances, garder l'initiative, chaque action, même minime, augmente les chances de survie et d'influence sur l'avenir collectif. Cela vaut pour les soldats, mais aussi pour les citoyens ordinaires, les élus locaux, les responsables d'associations. Cette mutation ne se limite pas aux combats urbains, elle bouleverse aussi l'équilibre mondial. Comprendre ces dynamiques, c'est anticiper les fractures de demain. L'histoire regorge d'exemples où l'impréparation face à un changement technologique ou social a entraîné des désastres, comme lors de l'effondrement de l'Empire romain, dépassé par les invasions et les crises internes. La réalité dépasse le récit. Saurez-vous déchiffrer les lignes invisibles du conflit? Cette question s'adresse à chacun d'entre nous, car ce que nous venons d'explorer n'est pas seulement un épisode de guerre, mais un miroir tendu à notre époque. La bataille de Pokrovsk, à la fois brutale et incertaine, révèle des enjeux bien plus vastes que le fracas des armes. Il s'agit aussi de luttes invisibles, pour l'information, pour le contrôle des infrastructures, pour la survie quotidienne de milliers de femmes et d'hommes. Aujourd'hui, chaque image, chaque vidéo, chaque déclaration officielle n'est plus un simple fait, mais un fragment d'un récit stratégique. Les lignes de front ne se dessinent plus seulement sur une carte. Elles traversent notre perception, s'infiltrent dans les réseaux sociaux, modèlent notre compréhension du monde. Derrière chaque nouvelle, il y a des choix éditoriaux, des intentions, parfois même des manipulations. Votre vigilance devient cruciale. Distinguer l'essentiel du bruit, reconnaître ce qui façonnera le monde de demain au milieu de ce tumulte.
La guerre moderne ne se livre plus seulement avec des armes, elle se joue aussi sur le terrain de la confiance, de la crédibilité, de l'attention collective. Dans la société de l'information, chaque citoyen devient un acteur, parfois sans en avoir conscience. Là où la propagande et la désinformation s'entremêlent, il devient vital de questionner les sources, de confronter les versions, d'analyser l'arrière-plan géopolitique qui influence chaque décision et chaque récit. Résister à l'angoisse facile ou à l'indignation automatique, c'est faire le choix d'une implication citoyenne informée, sans céder ni à la passivité, ni à la résignation. Ce réflexe critique est aussi important que la prudence sur le terrain. La bataille de Pokrovsk n'est qu'un révélateur parmi tant d'autres. Elle met à nu l'entrelacement de la technologie, de l'économie, de l'énergie et de la diplomatie dans une partie qui nous concerne tous. Les conséquences de ces affrontements, aujourd'hui localisés, façonneront la sécurité, l'économie et l'équilibre des puissances pour les années à venir. Ignorer ces dynamiques, c'est risquer de rester simple spectateur alors que l'histoire s'accélère, comme tant de peuples l'ont appris à leurs dépens. Vous détenez désormais les clés pour décrypter, interroger et ne pas vous laisser emporter sans recul par le récit dominant. La responsabilité de l'information n'appartient pas qu'aux journalistes ou aux experts. Elle est celle de chacun, à chaque instant où nous choisissons de croire, de douter, de partager ou de questionner. C'est ainsi que l'on forge une société résiliente, capable de traverser les tempêtes. Restez vigilants, cultivez le doute constructif, et n'oubliez jamais qu'au-delà de chaque chiffre, chaque image, se cachent des vies, des enjeux et des choix irréversibles. Car, dans la nuit qui enveloppe Pokrovsk et bien d'autres villes, ce sont nos propres valeurs, notre discernement et notre solidarité qui tiennent les vraies rênes du destin collectif.